Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission qui est toujours là, qu'il fasse chaud, froid, qu'il neige, qu'il vente, bref, toujours là pour vous donner l'actualité autour du développement. Et d'ailleurs, si vous ne suivez pas encore la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais sinon, il suffit de faire un petit coucou tous les jours à partir de 7h. Et d'ailleurs, dans le programme de ce numéro d'aujourd'hui, on va parler de sujets plutôt variés, avec de l'IA, du Safari, du VS Code ou encore d'une loi adoptée en France qui aura des conséquences pour vous. Bref, comme on dit, c'est un programme bien éclectique, comme le diraient d'ailleurs nos plus grands penseurs. Et juste avant de commencer ce programme, on va regarder ce qui s'est passé quelques années en arrière, et exceptionnellement, on va s'intéresser au 1er juillet, c'est-à-dire demain, tout simplement parce qu'en 30 juin, il n'y a jamais eu quelque chose d'exceptionnel. Et en l'occurrence, il y a deux événements majeurs, à savoir la sortie du premier Walkman à cassette en 79, où l'idée c'était de pouvoir écouter sa musique en déplacement, modulo les piles et de devoir rembobiner pour réécouter ses musiques. Mais en 1er juillet, c'était aussi la création d'un opérateur qui fut l'ancêtre d'Orange, à savoir Itineris, et la marque a existé jusqu'en 2001. D'ailleurs, certains se rappelleront peut-être d'une référence dans le film Astérix Mission Cléopâtre. Allez, voilà ce qui a marqué notre histoire, mais on est plutôt là pour les infos de ce 30 juin, alors je vous y embarque. On commence par notre cher tonton Musk, mais rassurez-vous, il n'a pas encore inventé quelque chose de nouveau avec Twitter, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les voitures Tesla. Et comme vous le savez, elles ont leur propre système d'exploitation, et jusqu'à présent la marque a toujours dit niet à CarPlay et Android Auto, ce qui réduit donc le nombre d'applications à celles que Tesla a faites, ou encore de rares partenariats comme avec Spotify. Mais sur l'application mobile de Tesla, dans les paramètres, un onglet vient d'apparaître pour permettre de gérer les accès donnés aux applications tierces. Alors pour le moment on ne peut rien y faire, mais quand on sait que depuis une bonne année on entend des rumeurs autour d'un App Store pour les Tesla, eh bien peut-être que ça va finir par arriver. Alors maintenant à voir quand même ce qu'il en sera pour la manière de développer, parce que d'une part, bien les applications pour les voitures ça ne court pas non plus les rues, et si en plus il faut un dégât très différent des autres systèmes, peut-être que l'écosystème il est peut-être déjà mort-né on va dire. En tout cas, on reste à l'affût de potentielles infos là-dessus. On poursuit, on va en Chine désormais, et comme vous le savez, Huawei fait un peu bande à part avec son Harmony OS. Et ils ont une manière très étonnante de proposer des bêtas, car pour vous expliquer, dans les prochains mois, la version 4 du système va sortir. Mais on ne connaîtra vraiment les nouveautés qu'en juillet ou en août, car Huawei fera sa conférence annuelle pour les développeurs. Mais jusqu'au 3 juillet, il est possible de demander d'enrôler ses téléphones pour accéder à cette bêta d'Harmony OS 4, mais donc avant la conférence. Ça veut donc dire que les développeurs ils auront une version où probablement ils ne connaissent que la moitié des nouveautés ou alors peut-être avec un énorme NDA. Mais je tenais quand même à vous en parler car c'est vraiment une autre manière de procéder que ne le font Apple et Google. Et tiens d'ailleurs à être chez Harmony OS, l'App Gallery qui est l'équivalent du Google Play n'acceptera plus les applications 32 bits à partir du 1er août. Et juste pour comparaison sur le Google Play, ce n'est plus obligatoire d'en fournir, mais ça reste toujours possible. D'ailleurs la tendance est à ce que les téléphones ne supportent plus qu'une seule architecture et ne fassent plus la rétrocompatibilité entre 32 et 64 bits. On revient maintenant en Occident et plus particulièrement avec Apple, et lors de la WWDC, je vous avais présenté la montagne de nouveautés dont certaines pour Safari, mais qui nécessitaient d'avoir la prochaine version de macOS, à savoir Sonoma. Et la bonne nouvelle c'est qu'une Safari Technology Preview est disponible, ce qui permet de tester les nouveautés tout en restant sur la version stable, c'est-à-dire macOS Ventura. Je vous ai mis dans le petit le Dev Café où je vous expliquais les nouveautés, mais rapidement la partie développement, que ce soit la console ou les paramètres, a été en grande partie refaite. Il y a aussi le support des formats JPEG XL et HEIC, tout comme la possibilité d'épingler n'importe quel site sur son dock, et c'est d'ailleurs cette fonctionnalité qui va le plus à l'encontre de la philosophie d'Apple, car d'une certaine manière on accède à des applications sans passer par une validation et donc sans un store. On poursuit en évoquant un peu d'intelligence artificielle car ça faisait un petit bout de temps que je vous en avais pas parlé spécifiquement. Et pour ça j'ai plusieurs infos que je vais regrouper et on va commencer par des chiffres. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, sur le seul premier trimestre de 2023, il y a eu plus de 18 milliards de dollars qui ont été investis dans le domaine. Et je vous montre ensuite le classement qui s'appelle le Global AI Index et qui met en avant les pays qui sont à tête dans le domaine en faisant un rapport entre l'argent investi et la population. Et je pense pas que les deux premiers vont vous étonner, avec les US en premier suivi par la Chine. Et je vous laisse ensuite lire le papier car ils ont plein de statistiques détaillées sur qui fait quoi dans le domaine. Et toujours dans l'IA, j'ai une très mauvaise nouvelle pour les marabouts et aussi les voyants avec leur boule de cristal, car désormais le ChatGPT Lite qui est intégré dans Bing est capable de prédire le futur des actions. Bon par contre, n'investissez pas trop car il n'y aura pas de remboursement en cas d'hallucination. Et enfin, toujours sur le sujet, je vous avais parlé d'une IA chez Ubisoft qui était capable de générer dans les jeux les dialogues pour les personnages peu importants. Mais l'IA peut aussi servir sur la partie graphique et chez Steam, un développeur s'est carrément fait rembarrer. Et concrètement, il avait simplement mis en ligne une première version de son jeu et pour gagner du temps, les assets étaient générés avec des IA. Mais la modération n'a pas accepté le jeu tant que le développeur n'était pas capable de prouver qu'il avait les droits sur le contenu, et d'ailleurs, pour rappel, tout le contenu généré par une IA n'appartient à personne, en tout cas dans l'état de la jurisprudence. Et d'ailleurs Steam va même plus loin car même en ayant modifié les images générées, ils persistent sur leur ligne.
Mais Steam fait un peu la même chose que le président français avec le « en même temps », car le jeu This Girl Doesn't Exist basait sa com justement sur le fait qu'il utilisait de l'IA générative, et le jeu il est toujours là. Bref, comme on dit, c'est un peu à la tête du client. Et voilà pour ces infos côté IA, et avant de basculer vers une info qui risquerait de changer vos applis en France, on va parler Vercel, React, Sony, Microsoft et bien d'autres dans la partie en bref. Vercel a sorti il y a quelques jours une fonctionnalité intéressante pour éliminer les problèmes lors des déploiements. En effet, si le front et le back ne sont pas parfaitement synchronisés, cela peut poser des problèmes. Et c'est justement l'objectif de SKU Protection. Maintenant, si vous faites du React, voici une bonne nouvelle puisque le 20 juillet, la communauté internationale organise un React Jam où vous pourrez concevoir des jeux. Vous aurez ensuite jusqu'au 30 juillet pour le finaliser et utiliser un SDK qui permet de classer les joueurs. Les vainqueurs seront ceux qui auront réuni le plus de joueurs avec le plus longtemps de jeu. En ce moment, la FTC auditionne Microsoft dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard King et de documents sont rendus publics. Mais pour éviter que des informations confidentielles ne fuitent, elles sont censurées. Mais Sony semble avoir fait appel à son meilleur stagiaire car les surlignages ont été faits au marqueur. Mais une fois le document scanné, tout se révèle avec la lumière. Et de son côté, Microsoft ne fait guère mieux en oubliant de masquer les informations confidentielles. Et finalement, heureusement qu'il ne s'agit que d'un rachat à 70 milliards de dollars. En poursuite, si vous êtes de passage à Paris, le cabinet d'architecte Norman Foster expose au centre Pompidou où on peut notamment y voir le fameux Apple Park, ce qui vous évitera d'aller en Californie, mais bon, avec une version miniature. En poursuit, le premier téléphone pliant de Google, à savoir le Pixel Fold, ne semble pas être en bon achat car à peine sorti que les premières personnes se plaignent des défauts. La prudence est donc de mise, d'autant qu'à 1800 €, ça fait quand même cher le produit inutilisable. Et enfin, petit à petit, l'idée chemine selon laquelle les ordinateurs ont besoin de 32 Go de RAM. Et bien la marque Red Magic, spécialisée dans le gaming, a annoncé que son prochain smartphone en embarquerait 24 Go et reste à savoir ce qu'on pourra bien en faire. Allez, on reprend et je vous fais pas plus de teasing sur l'info que je vous parlais il y a quelques secondes, mais oui, vous allez devoir faire évoluer vos applications et jeux si vous avez des utilisateurs français de moins de 15 ans. Et comme vous le savez probablement, on dit que la majorité numérique est à 13 ans, c'est-à-dire qu'avant cet âge-là, il est normalement impossible de s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais comme nous le dit France Info, c'est uniquement sur le papier, car en moyenne la première inscription a lieu vers 8 ans et demi et plus de la moitié des 10-14 ans auraient au moins un compte sur un réseau social. Mais attention, car depuis hier, c'est-à-dire le jeudi 29, une proposition de loi qui visait à passer la majorité numérique à 15 ans a été adoptée, et pas juste à l'Assemblée, mais bien adoptée définitivement, car c'est le Sénat qui a donné son feu vert. Mais bon, malgré tout, n'activez pas le mode urgence tout de suite, car il existe certes cette obligation dans la loi, mais il n'y a aucune date d'entrée en vigueur, mais elle sera probablement définie par un décret. Et d'ailleurs, le journaliste de France Info rajoute que l'UE devrait probablement aussi valider la conformité de la loi, donc c'est pour ça. Pas de mode urgence, mais dans vos devs, commencez bien à le prendre en compte. Bon, on poursuit, mais je vous rassure, il n'y a pas encore de grosses infos comme la précédente pour finir l'épisode. Et tout d'abord, on va voir que VS Code a aujourd'hui un statut un peu ambigu, car certes, le code source du logiciel il est open source avec une licence MIT, mais lorsque vous téléchargez VS Code, c'est une sorte de distribution du code qui cette fois-ci utilise une licence propre à Microsoft. Et c'est pour cette raison que je vous recommande souvent d'utiliser VS Codium, qui est en quelque sorte la version la plus pure entre guillemets et qui tente d'envoyer le moins de télémétrie possible. Mais malgré tout, il reste une faille dans ce dispositif, et c'est tout simplement le marketplace des extensions. Et le problème est d'autant plus grand que de plus en plus d'IDE commencent à être basés sur VS Code, et le marketplace de Microsoft indique dans ses conditions d'utilisation que le contenu ne peut être distribué que sur Visual Studio, VS Code, les GitHub Codespaces et Azure DevOps. C'est pour ça qu'une initiative open source a été lancée il y a quelques temps sous le nom d'OpenVSX. D'ailleurs, il commence à bien marchoter car il contient 3000 extensions, mais c'est très loin des 48 000 de celui de Microsoft. Et d'ailleurs, à titre de comparaison sur IntelliJ, il y en a un peu plus de 7300. Mais au mois de février, ils tiraient la sonnette d'alarme car leur situation n'était plus viable au long terme et une possible fermeture était prévue à la fin mai. Mais comme vous pouvez le voir, le projet a repris du poil de la bête car il est maintenant sous la houlette de la fondation Eclipse qui elle-même est renforcée par Google, Salesforce et Huawei et bien d'autres. Bref, comme on dit, c'est une histoire qui se termine bien et donc dans l'idéal, utilisez plutôt VS Codium et donc cet OpenVSX. Et pour terminer, on va voir que GitHub est certes un acteur qui aide beaucoup au développement, mais ça peut aussi être un énorme nuisible, mais bon, rassurez-vous, l'histoire se finit quasiment bien là aussi. Et pour tout mettre dans le contexte, il s'agit du projet GMP qui fait partie du code de GCC et qui signifie GNU Multiple Precision Arithmetic Library, et depuis quelques temps, le projet était submergé de requêtes limite en mode DDoS. Et en inspectant, ils se sont rendus compte que c'était des IP de Microsoft, et pour éviter que le problème ne perdure, ils ont temporairement blacklisté les IP. Mais entre-temps, quelqu'un de chez GitHub a trouvé le coupable, et c'était tout simplement un workflow d'une GitHub Action, et qui venait tout simplement cloner et forquer le repo plus de 700 fois. Et plus précisément, ils sont tombés à la source du problème, qui venait d'un fournisseur de build de FFmpeg, et ici la voix off pour apporter une petite précision qui est expliquée sur le GitHub du repo.
Et en tant que tel, ce n'est pas le repo principal qui est fautif, car il utilise un mécanisme de cache autant que possible. En revanche, vu qu'il y a 700 forks et qui lancent les mêmes actions en même temps, c'est ce qui génère tout ce trafic. Et voilà, la précision était nécessaire, et je vous laisse continuer avec l'explication de Mike Baker de chez GitHub. Ce build a été configuré pour effectuer des tests parallèles et simultanés sur 100 types d'ordinateurs et d'architectures différents. Cette activité ne semble pas être malveillante. Il semble que GMP dispose d'une infrastructure limitée qui ne pouvait pas répondre aux demandes limitées mais simultanées. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire se finit plutôt bien, mais c'est aussi l'inconvénient d'avoir des CI dématérialisés où si on s'en rend pas compte, on possède une puissance potentiellement démesurée. Mais malgré tout, chez GMP, on est moyennement satisfait, car certes, Mike Baker de chez GitHub a répondu, mais une semaine après, il y avait encore beaucoup de trafic. Et donc finalement, problème résolu, puisque plus aucune IP de chez Microsoft ne peut interroger les serveurs désormais, et c'est donc un peu dommage pour ceux qui finalement faisaient un usage raisonné. Et voilà, c'était tout pour les infos de ce vendredi, et j'espère que cette sélection assez éclectique, comme je vous l'avais promis, vous a plu. Mais en attendant, surtout, n'oubliez pas de faire le petit like pour améliorer le référencement de cette vidéo. Et pour ma part, je m'en vais à Sunnytech à Montpellier pour faire une petite présentation, du coup, surtout, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Et en tout cas, j'espère que j'arriverai à l'heure, car en ce moment, bon, je suis quand même à une stat de 100% de retard avec la SNCF, donc je croise les doigts car j'ai quand même pas beaucoup de marge. Et bon, j'arrête de vous raconter ma vie, je vous donne forcément rendez-vous lundi matin comme d'habitude, et en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon vendredi, et donc voilà, bon week-end.